Bah, je vais rester à côté de toi alors. On va faire le déjeuner sur l'herbe. Bah, c'est vrai que moi avec ma souplesse pour m'asseoir par terre, je suis passé en mode genou. Aïe. Voilà, c'est bon, là je suis bon. Ouais, donc toi, c'est vrai qu'on aurait été quand même assez nombreux, hein. On aurait été 30 je pense au minimum quoi. Ah ouais, mais... Ils s'étaient pas motivés disons pour faire la manif aujourd'hui. Non, bon, on aurait pu, mais c'est vrai que moi je pense qu'il faut être au moins 50, 60. Ouais, mais le problème c'est d'annuler les manifestations quand les personnes se déplacent et qu'on leur dit c'est un peu dommage quoi. Je sais pas. Moi j'ai pas participé au vote, mais je ne sais pas parce que c'est. Ben, c'est vrai que moi non plus je n'ai pas participé au vote. Mais on n'était pas nombreux. Et... Bon après c'est vrai qu'ici on est nombreux. Hein. Ouais. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de monde à la manif pour la Palestine. Ouais. C'est la bonne nouvelle quand même. Bah oui, bon, je sais pas ce que ça va donner nos manifs. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher quand même. Non, il ne faut pas lâcher, non. La semaine prochaine c'est Alain qui va l'organiser. Je pense que lui il n'arrêtera pas lui. Ouais, c'est bien. Ouais. Même si on est 3 ou 4, je pense que lui... Regarde Fredo, ce que j'ai remarqué, en haut de l'immeuble, il y a une inscription 1984 et un œil à côté. C'est une référence à ce livre extraordinaire de George Orwell qui est 1984. L'œil à côté, Big Brother, voilà. Un monde de surveillance et de flicage de la population, voilà, d'autocensure, et de lavage de cerveau. Les nouveaux mots aussi. À l'époque, ils cryptaient la langue. Et là, on a inventé le terme complotiste. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre cette époque-là. Petit à petit, on se dirige vers le monde de George Orwell, 1984. Un monde terrifiant. C'est un roman terrifiant d'ailleurs. Il n'y a aucun espoir dans ce roman. Tout est noir. C'est plus noir que noir. Il n'y a aucun espoir. C'est un monde de flicage, de surveillance de la population, d'autocensure, de lavage de cerveau. Comment ils arrivent à laver complètement le cerveau des gens. C'est effrayant. Et c'est vrai que les femmes aussi sont des objets dans ce livre-là. Elles sont considérées comme des biens meubles. Ouais. Et c'est vrai que le passage au numérique est une étape qui nous rapproche de 1984. La reconnaissance faciale et puis l'IA et tous les moyens de flicage et de surveillance de la population. C'est absolument effrayant. Hein. Mais c'est vrai que la suppression de l'argent liquide, Jean-Régis Didier me disait, pour les pauvres, disons les pauvres ne pourront plus mendier et avoir de l'argent. Pour exclure encore plus ceux qui... Oui, et puis avec la monnaie numérique, est-ce qu'il n'y aura pas une date de péremption? Est-ce que ça ne sera pas orienté vers telle ou telle dépense? C'est effrayant quand ils pensent, hein, toutes les conditions qu'ils peuvent mettre. Ben, par exemple aussi avoir une bonne note. Être un bon citoyen. Un crédit social pour pouvoir bénéficier des... Gilets jaunes, tiens ma vie de 50. Des avantages sociaux, voilà, des... Ouais, crédit social. Tout ce qu'on peut imaginer d'autre. Toutes les saloperies. Toutes les saloperies qui peuvent créer, avec tous les moyens techniques qui existent, dont l'IA d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'avec les moyens que l'on a actuellement, à l'époque 39-45, l'occupation en France, imagine s'ils avaient eu ce pouvoir-là. Le problème c'est que maintenant ils ont ce pouvoir et que je ne pense pas qu'ils soient bien plus bienveillants actuellement. Quoi. C'est sûr. Il ne faudrait pas que la France soit en conflit militaire parce que alors là ils vont fliquer, ils vont avoir toutes les excuses pour fliquer un maximum la population. Ouais. Mais c'est vrai que déjà l'excuse du Covid, ils ont bien. Je pense que c'était un test, il a été réussi au lendemain là. Les Français sont champions du monde pour la soumission. Complètement soumis. C'est effrayant pour l'avenir. Alors oui, je parlais tout à l'heure à Alain parce que je vais changer complètement de sujet. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on parle en ce moment. J'ai beaucoup lu de bouquins ces derniers temps sur un sujet qui me fascine, c'est l'assassinat de Kennedy en 1963. Les Américains n'en sont toujours pas sortis. C'est un traumatisme, ça traumatise les Américains depuis 60 ans. Chaque président américain, les deux derniers, ont déclassé beaucoup de documents, pas tous. Hein. C'est un traumatisme depuis plus de 60 ans pour les Américains, l'assassinat de Kennedy. Ma mère, qui a 87 ans, se souvient encore du moment où elle a appris la mort de Kennedy. À l'époque, c'était pas la radio, hein, parce que mes parents n'avaient pas la télévision, il n'y avait pas d'ordinateur, de portable. C'est par la radio. À l'époque, c'était RTL ou Europe numéro 1. Voilà. Donc voilà.
Alors, je vais te retracer. Bon, je ne sais pas qui a tué Kennedy, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Hein. Personne ne le sait pour l'instant et sans doute personne ne le saura jamais. Alors, il faut d'abord parler de différentes choses avant de parler de cette fameuse journée du 22 novembre 1933. D'abord, des Kennedy, de la famille Kennedy. C'était au départ des immigrés irlandais qui sont venus aux États-Unis au 19e siècle pour fuir la misère qu'il y avait en Irlande. Et c'est le père de JFK, Joseph, qui a enrichi la famille dans les années 30 pendant la période de la prohibition en faisant du commerce d'alcool illicite. Voilà. Et après, comme il était un très généreux donataire du Parti démocrate, le président démocrate de l'époque, Roosevelt, l'a nommé ambassadeur en Angleterre, à Londres, entre 1938 et 1940. Le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au début de la guerre, en 1940, l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne. Churchill, le Premier ministre anglais, s'est plaint au président américain, Roosevelt, que son ambassadeur ne le soutenait pas beaucoup dans sa guerre contre l'Allemagne. Oui, parce que Roosevelt's père, Joseph, était pas loin d'avoir des opinions pro-nazis. Donc, le président américain a débarqué Roosevelt du poste d'ambassadeur des USA en Angleterre. Et après, le père de JFK n'a eu qu'une seule obsession, mettre un de ses fils à la présidence des États-Unis. Il avait une famille nombreuse. Il avait d'abord reporté toutes ses ambitions sur le fils aîné, Joseph. Il s'appelait Joseph comme le père. Et malheureusement, Joseph, qui était aviateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est fait tuer au combat. Donc après, il a reporté toutes ses ambitions sur son deuxième fils, JFK. Voilà. Il a financé toutes ses campagnes en tant que sénateur. Et en 1960, JFK se présente aux primaires, face à Johnson, aux primaires, pour l'investiture démocrate aux élections présidentielles de 1960. Alors là, il a arrosé tout le monde. Le père Joseph, parce qu'il a arrosé tous les grands électeurs, parce que les élections là-bas se jouent avec les grands électeurs. Il a arrosé tous les grands électeurs pour que son fils remporte les primaires démocrates en 1960. À tel point qu'il a dit un jour, c'est bien connu, il a dit un jour, avec tout l'argent que j'ai dépensé pour acheter des grands électeurs, j'aurais pu faire élire mon chauffeur. Il n'a pas dit mon cheval, c'est presque, mon chauffeur. Voilà. Ça aurait été Néron alors s'il avait fait. Voilà. Donc voilà un peu l'origine de la famille Kennedy au moment où JFK arrive à la présidence. Voilà. L'élection présidentielle en 60 entre le républicain Nixon et le démocrate Kennedy s'est joué dans un mouchoir de poche, au fil du rasoir. Et on dit que la mafia aurait aidé JFK à remporter l'élection dans certains États. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, le père Joseph avait le soutien de la mafia. Et c'est pour ça que la mafia a été très mécontente de toutes les mesures que le frère de John a prises contre elle comme ministre de la Justice lorsque les Kennedy sont arrivés au pouvoir. Voilà. Donc voilà. Le contexte du côté de la famille Kennedy. Lee Oswald, le supposé, je dis bien supposé assassin de Kennedy. Parce que moi je pense qu'il a effectivement tiré sur le président, mais qu'il n'était pas le seul. Alors Oswald, voilà typiquement le genre de personnage que tu peux manipuler très facilement. C'était un individu extrêmement perturbé, influençable, manipulable, qui s'enflammait pour certaines causes et après, ça retombait comme un soufflet. Il a eu une enfance très difficile, il n'a pas connu son père qui est mort à sa naissance, sa mère a connu beaucoup de bonhommes, a très souvent déménagé, il a eu des problèmes psychologiques à l'école, Lee Oswald, suivi par les psys. Voilà. Après, il est entré dans l'armée, Lee Oswald, comme tireur d'élite, tu vois, par rapport à l'assassinat de Kennedy, comme tireur d'élite, et là aussi, il s'est fait remarquer. En plus, il était communiste à l'époque et ça ne plaisait pas du tout à ses copains militaires. Il s'est battu plusieurs fois avec ses collègues militaires, traduit devant des tribunaux militaires. Enfin, voilà. Et il a finalement démissionné de l'armée. Et durant cette année 1963, parce que je rappelle que Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963, il était très instable au niveau du boulot. Il a changé plusieurs fois de travail. Et il a juste avant l'assassinat de Kennedy, il a trouvé un travail au dépôt de livres scolaires où il a tiré sur le président. Voilà. Donc c'était quelqu'un de très instable, Lee Oswald. Très instable. Il était jeune au moment des faits. 24 ans quand il a tiré sur le président. Il était très instable, il s'enflammait facilement et ça retombait comme un soufflet. Un personnage facilement manipulable. Voilà. Et enfin, le contexte des USA à cette époque.
en 1963. Intérieurement, il y avait évidemment la lutte pour les droits civiques, hein, le grand combat de l'époque, hein, parce qu'à l'époque, dans les trains, dans les bus, il y avait des sièges réservés aux Blancs. Donc c'était l'époque de la lutte pour les droits civiques. Au niveau intérieur aussi, l'imprégnation de la mafia sur toutes les affaires. Il y avait une très grande corruption dans la police. On achetait les policiers à l'époque, ça durait jusqu'aux années 70. Et il n'était pas rare à l'époque que des politiciens, que des juges, que des flics et que des mafieux bouffent ensemble. C'était une époque d'immense corruption aux États-Unis. Voilà. Et le contexte extérieur de cette année 63, c'est évidemment la guerre froide avec la Russie. Hein. Voilà. Et Oswald, qui était complètement instable, est parti vivre plusieurs années dans l'ex-URSS, où évidemment, on peut le supposer, vu le climat qui régnait, il a été surveillé de très près, à la fois par le KGB et à la fois par la CIA. Et je pense qu'il n'a pas été que surveillé. Il a été approché, à la fois par le KGB et par la CIA. Voilà. Et puis il s'est enflammé pour la Russie, mais il a trouvé qu'il y avait beaucoup de bureaucratie. Il est revenu aux États-Unis et après il s'est enflammé pour Cuba et Castro. Voilà. Mais il avait comme ça, il s'enflammait facilement. Hein. Voilà, un personnage facilement manipulable. Voilà. Alors, le 22 novembre 63, bon, moi je... Alors là, oui, parce qu'il faut encore te dire qu'il y a des témoins. Tout ce que disent les témoins sur cette journée est sujet à caution. D'abord, les témoins ne sont pas d'accord sur certaines scènes. Scènes importantes de cette journée. Il y a plein de scènes, les témoignages sont différents. Par exemple, dans Lee Oswald, si c'est lui qui tue un policier, le fameux Tippit, il y a des témoins qui disent qu'ils ont reconnu Oswald parce que son nom commençait à circuler. Hein. Les policiers commençaient à le rechercher parce qu'il mettait voilà, quelques heures après l'assassinat du président. Et d'autres témoins disent non, c'était pas lui Oswald. Sur toute cette journée, le 22 novembre 1963, les témoins ne disent pas la même chose. Pareil, quand il a été arrêté dans le cinéma, Lee Oswald, on a dit que c'était l'ouvreuse, parce qu'il est allé dans un cinéma sans payer. Et c'est l'ouvreuse qu'il a vu qui a appelé la police. Mais il y a d'autres versions qui disent que c'est un commerçant qui l'avait repéré, se cachant, se dissimulant et entrant dans le cinéma sans payer, qu'il aurait téléphoné à la police. Bref, les témoignages divergent. Et en plus, avec le temps, certains témoins se sont rétractés. Ben, il faut dire qu'ils n'ont pas arrêté d'être entendus. Les témoins de la journée du 22 novembre 1963. Ils ont été entendus par la police au moment des faits. Ils ont été entendus par la commission Warren, mise en place par le président Johnson, pour savoir la vérité. Pour savoir la vérité entre parenthèses, hein, parce que comme disait Clémenceau, si tu veux étouffer un scandale, crée une commission. Voilà. Et ces témoins ont été entendus en 78-77 quand le Congrès américain a diligenté une nouvelle enquête. Du moins pour ceux qui étaient encore en vie. Donc ils ont été interrogés un nombre de fois incalculable, y compris par des journalistes. Et avec le temps, certains témoins se sont rétractés. Non, j'ai pas dit ça. Ah ben non, je pense que je me suis trompé. Enfin bref, c'est un sac de nœuds, cette journée du 22 novembre 1963, sans compter que comme on dit maintenant, l'État profond voulait imposer la thèse que Lee Oswald avait été le seul tireur et qu'il avait été manipulé par personne. Voilà, c'était l'œuvre d'un exalté. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, alors, il faudrait cette histoire hante beaucoup de gens dans le monde. Il faudrait des années pour tout parler, pour évoquer cette journée. Enfin, c'est incroyable. Parce que Lee Oswald, d'abord, il a tiré sur le président de l'immeuble où il travaillait, au 5e étage. C'est quand même incroyable qu'il ait tiré sur le président dans l'immeuble où il travaillait pour se faire opérer. Alors là, il n'y a pas mieux. En plus, l'arme, la carabine, il l'a dissimulé. Il s'est sauvé juste avant que la police encercle l'immeuble. Parce que la police avait repéré d'où venait le tir. Du moins un des tirs. Voilà. Donc, il s'est sauvé juste 10 minutes avant que la police encercle l'immeuble. Et il a laissé son fusil avec ses empreintes et des douilles. Donc, on ne comprend pas qu'il n'ait pris aucune précaution, si ce n'est qu'il avait des complices et qu'il savait qu'il allait être exfiltré. Parce qu'il y a beaucoup de théories auxquelles moi j'ai tendance à croire, c'est que qui a tué Kennedy, c'est la police de Dallas. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le Texas était un État très raciste, très suprémaciste, la suprématie des Blancs, voilà. Il y avait encore du Ku Klux Klan dans ces années-là, très virulent, très influent au Texas. Et les Texans craignaient beaucoup Kennedy, un démocrate, qui pensait qu'il allait faire avancer les droits civiques des Noirs. Voilà. Donc je pense, moi,
qu'il a été un pigeon. D'ailleurs, Lee Oswald, quand on regarde sur YouTube, il est interrogé par des journalistes au commissariat, je me note au point, il parle aux journalistes, il s'en va, il se retourne et il dit à un moment donné en anglais « Je ne suis juste qu'un pigeon ». Voilà. Je pense qu'il n'a été qu'un pigeon, qu'il a été, c'est la police, c'est mon avis personnel, c'est la police de Dallas qui a tué le président Kennedy, qu'il y avait plusieurs tireurs, il y en avait minimum 2, il y avait Lee Oswald comment ça s'appelle, dans ce dépôt de livres scolaires, mais quand on regarde bien la vidéo de l'assassinat du président Kennedy, il y a plusieurs impacts de balles, il y en a un derrière, donc ce qui ça équivaudrait un peu à la position de l'immeuble où travaillait Lee Oswald, et devant, il y a un projectile qui vient devant, et devant, il y avait le pont de l'autoroute. Et la théorie auquel moi je crois et que certains croient, c'est qu'il y avait un policier de Dallas sur l'autoroute. Donc il y avait plusieurs tireurs. Hein. Il n'y avait pas qu'un seul tireur, avec plusieurs impacts de balles. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, Fredo, c'est que ce type, Lee Oswald, qui tire sur le président, s'il a tiré sur le président, parce que certains écrivains, certains passionnés par cette histoire disent qu'il n'a pas tiré sur le président. Pour moi, il a tiré sur le président, mais il n'était pas le seul. C'est qu'il se sauve du lieu professionnel où il travaillait, où il a tiré sur le président. Mais moi, j'aurais assassiné le président. J'aurais prévu avant qu'il soit une cache pour plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou alors de m'exfiltrer, de fuir Dallas. Dallas est très proche de la frontière mexicaine. Pourquoi il n'a pas fui au Mexique? Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est incroyable. Il a tiré sur le président, il se balade pendant plusieurs heures dans Dallas. Alors, il prend un bus au risque de se faire remarquer, il prend un taxi au risque de se faire remarquer, il revient chez lui, il change de vêtements, il se balade dans la rue, et là, autre scène incroyable. Cette histoire rend fou. Je l'ai dit à Alain, l'assassinat du président Kennedy, c'est une histoire qui rend fou. Alors là, un policier qui a sa description, le fameux policier Tillit, l'arrête. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les policiers de Dallas avaient pour instruction d'effectuer leur patrouille minimum par 2. Parce que les Texans, ils ont le sang chaud, hein, ils dégainent facilement leurs armes. Hein. Donc, les policiers de Dallas avaient pour instruction, dans leur patrouille, de se déplacer minimum par 2. Et il était tout seul. Pourquoi le policier Tillit était tout seul? Alors moi, je dirais tout simplement, il faisait partie du complot et il allait flinguer en toute discrétion Lee Oswald. De toute façon, l'espérance de vie de Lee Oswald n'était pas grande dans tous les cas de figure. Donc, il s'est passé une scène incroyable. Le policier Tillit croit voir la description de Lee Oswald qui commence à circuler dans un homme qui quand même il marche dans la rue mais il essaie de pas trop se montrer. Bon bref, il l'arrête pour faire un contrôle d'identité. Alors d'après des témoins, mais méfions-nous des témoins, la discussion a l'air très calme au départ. Mais je comprends pas. Si le policier pense que c'est Lee Oswald, si le policier pense que c'est le seul type qui a tué le président des États-Unis, mais il ne lui parle pas gentiment. Il a la main sur son côte. Et il s'est passé la scène, c'est que Lee Oswald a décroché son pistolet le premier et a tué ce policier Tillit de 4 balles, à bout portant. C'est incroyable, le policier est à terre, mort. Lee Oswald, si c'est Lee Oswald tire une 5e balle dans le cerveau du policier qui est à terre et qui est mort. C'est quand même bizarre. On dirait que c'est soit une vengeance, soit alors un règlement de compte ou une vengeance. Donc, voilà. Et ensuite, Lee Oswald se balade tranquillement dans Dallas et là, incroyable. Alors là, cette affaire rend dingue. Il rentre dans un cinéma. Moi, je sais pas, j'aurais assassiné le président des États-Unis, j'irais pas au cinéma. En plus, il va dans un cinéma en respirant, sans payer sa place. Au risque d'être vu, il a été vu. Il aurait été vu par l'hôtesse. Comment on appelle ça, l'hôtesse de l'accueil, ouais, je sais pas quoi. La caissière, non Oui, la caissière je ne trouve pas le mot de l'hôtel. Il a été vu par un commerçant à côté. Et là, la police est arrivée en nombre et ils l'ont arrêté. Voilà. Et 2 jours après, alors les policiers au commissariat de Dallas l'ont questionné, interrogé. Alors, il n'y a aucun enregistrement audio. C'est bien dommage de cet interrogatoire. Et il n'y a aucune transcription écrite aussi à ma connaissance. Et 2 jours plus tard, alors on est chez les dingues, je comprends bien, Fredo. C'est une histoire de dingue à devenir fou. 2 jours plus tard, Lee Oswald est assassiné à l'intérieur du commissariat de Dallas, il faut le faire quand même. Lee Oswald est assassiné dans le commissariat de Dallas par Jack Ruby. Et là aussi,
on entre chez les dames. Jacques Ruby était un tenancier de boîte de nuit. Les mauvaises langues disent qu'il était un indique de la police. C'est fort possible parce qu'il avait ses entrées au commissariat de Dallas, comme il entrait, il sortait comme il voulait. D'ailleurs, le journaliste Philippe Labro, qui est mort il y a quelques jours, qui était dans ce commissariat de Dallas, il est arrivé le lendemain de la mort du président à Dallas. Il a parlé avec Jacques Ruby, qui lui a parlé de la France et tout, et il a dit, pourtant, c'est pas un complotiste, le journaliste qui est mort, Philippe Labro, il a toujours dit jusqu'au bout que le président Kennedy avait été tué par un seul homme, Lee Oswald, et qu'il n'y avait pas eu de complot. Et Philippe Labro, dans toutes ses interviews, il est mort il y a quelques jours, dans tous ses bouquins, il avait écrit un bouquin très bon, on a tiré sur le président, il dit que Jacques Ruby entrait et sortait dans le commissariat de Dallas comme dans un moulin. Il appelait les flics par leur prénom, et puis les flics avaient leur ronde serviette dans le cercle, on appelle ça. C'était quoi? C'était une boîte de nuit. Donc, les policiers de Dallas avaient leur entrée, avaient leur serviette dans ce bar de nuit que tenait Jacques Ruby. Donc, Jacques Ruby, vraisemblablement l'indique de la police, a tiré et tué Lee Oswald dans le commissariat de Dallas 2 jours après son arrestation. Malheureusement, ça a fermé beaucoup de portes maintenant. Et depuis plus de 60 ans, cette affaire hante les Américains. Elle hante les Américains. On ne sait pas qui a tué. Il y a des centaines de bouquins qui sont sortis. Il y a encore sans doute des centaines de bouquins qui vont sortir parce qu'il y a des jeunes maintenant qui s'y intéressent à cette affaire. Des jeunes, j'ai vu sur YouTube des jeunes qui s'intéressent à cette affaire. Qui a tué le président? Il y a des tas de versions, hein, tu le sais autant que moi, hein. Mais je ne vais pas les dire ici. La dernière, c'est le Mossad. La dernière version, c'est le Mossad, parce que Kennedy n'aurait pas voulu que les Israéliens aient la bombe atomique, mais on a dit la mafia, on a dit le complexe pétrolier, le complexe militaro-industriel, on a dit la CIA, on a dit le KGB, on a dit quoi, Castro, enfin bon, il y en a 50. Mais on ne sait pas, aujourd'hui, qui a tué, qui a donné l'ordre de tirer sur le président des États-Unis. Mais tu sais, Kennedy était léger aussi, parce que ses services de sécurité lui avaient recommandé de ne pas circuler dans une voiture décapotable. Il lui avait recommandé de circuler dans une voiture décapotable normale, quoi, pour pas être exposé à des tirs extérieurs. Et Kennedy avait refusé, parce qu'il voulait montrer sa jeunesse, montrer la jeunesse de sa femme, voilà. Il avait été élu en partie pour ça, pour sa jeunesse, hein. Voilà. Donc il est un peu responsable, Kennedy, là-dessus. Voilà, mais on lui doit beaucoup à Kennedy, parce que lors de l'affaire des missiles de Cuba, en 1962, heureusement qu'il a gardé son calme, qu'il n'a pas écouté ses conseillers militaires qui lui conseillaient un affrontement militaire avec la Russie. Il a empêché peut-être une apocalypse nucléaire à ce moment-là. Malgré sa jeunesse, Kennedy est resté très calme, très maître de lui-même pendant des heures cruciales, des nuits cruciales, où l'affrontement nucléaire entre la Russie et les USA était très proche. On lui doit beaucoup à Kennedy. Voilà, donc on ne sait pas qui a tué Kennedy. Ça hante les Américains depuis plus de 60 ans. Là, il y a le neveu de JFK qui est ministre de la Santé. Mais est-ce qu'il va aider? Est-ce que ça va pouvoir aider à ce qu'on rouvre l'enquête, qu'il y ait de nouveaux éléments qui sortent? Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Voilà, ça nous hante un peu aussi, nous aussi, hein. C'est vrai, cette jeunesse éternelle qu'il avait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on pourrait en parler pendant des nuits, hein, parce que... Alors qui a tué le petit Grégory, alors oui. Oh, je ne sais pas étudier l'affaire, mais il paraît qu'on le sait. On paraît que... Apparemment, c'est Bernard Laroche, d'après ce que j'ai entendu, mais j'en sais rien. Beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'affaire disent que c'est Bernard Laroche, mais malheureusement, le meurtre de Bernard Laroche par l'époux Guillemin a enterré toute possibilité de savoir réellement la vérité sur cette affaire qui est épouvantable. Pauvre gamin, pauvre petit Grégory, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Voilà, l'affaire Kennedy, alors là, on ne saura jamais la vérité. Ben, je te remercie. Voilà, merci. Merci. Alors, je reprends mes petites manifestations. Tu viendras samedi prochain, à la prochaine manif? Oui, j'espère que bah oui, il y a de moins. Non, mais je pense qu'Alain, il annulera pas, lui. Ouais, c'est bien. Ouais, mais je viendrai.
je parlerai d'autres choses si je te vois, voilà. D'accord. Ah, je me suis intéressé à bien d'autres affaires. Hein. La mort de Coluche, par exemple, j'en parlerai. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. La mort de Coluche, la mort de Bérégovoy, la mort de François Consul, des morts mystérieuses qui ont prêté lieu à beaucoup de rumeurs. Il faut faire la part des choses, parce que toutes les rumeurs ne sont pas vraies. Dire qu'une personne a été assassinée, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que c'est comme des éléments. Ah ouais, aussi, il y a Balavoine aussi, il y a Oui, c'est facile de dire qu'une célébrité, quand elle décède, elle a été assassinée. Et la disparition aussi d'un des deux frères ennemis. Oui, je me souviens. Ouais, on n'a jamais su ce qu'il est devenu. Hein. Bah, tu sais, des personnes qui disparaissent, et on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Une personne a le droit de disparaître. Hein. Ouais, mais une célébrité qui disparaît, c'est quand même compliqué, quoi. Oh, c'était une petite célébrité quand même, mais si tu as le droit de disparaître, hein, t'es adulte, tu as le droit de disparaître. Hein. Bien sûr. Ok, ben... Merci Fredo. Merci aussi à toi.